Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 18e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. 5 séries au programme aujourd'hui, 3 qui explorent la puissance des écrans et des algorithmes, Rematch, Follow et Culte, et 2 autres qui se déroulent dans le champ politique, La Diplomate et Dans l'ombre. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par une saisonnière et 2 saisonniers. C'est le grand retour de Ioannis de Roide, enseignant, rédacteur en chef adjoint de Saison et auteur notamment de L'Angleterre en série chez First Edition. Bonjour Ioannis. Bonjour. Benjamin Faux est avec nous aussi, journaliste au Point Pop, membre de la rédaction de Saison et co-auteur du dictionnaire des séries aux éditions Philippe Ray. Bonjour Benjamin. Bonjour. Enfin, Audrey Fournier, journaliste et critique série au journal Le Monde. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Alors on va commencer avec Rematch. Après le jeu de la dame, voilà le jeu du roi des échecs, Garry Kasparov qui défie l'ordinateur d'IBM Deep Blue au milieu des années 90 dans la mini-série franco-hongroise Rematch. Donc série signée Yann England et André Guluni, disponible sur Arte TV. Ioannis, tu es entré par langue, je dirais, historique, c'est-à-dire l'état naissant du numérique ou l'état naissant de l'intelligence artificielle. Oui, parce que c'est le discours que la série tient, je crois, en nous faisant comprendre, peut-être en exagérant d'ailleurs, sans doute, mais que c'était un véritable tournant. On est en 1997 et on voit au fil des épisodes donc des cafés internet, des newsgroups, on voit beaucoup d'écrans évidemment. On nous parle alors de manière un petit peu prémonitoire et un peu anachronique déjà d'intelligence artificielle. Bref, on a le sentiment que la série veut nous faire vivre au-delà des échecs un moment de bascule technologique. Et avec des ordinateurs géants, enfin, c'est-à-dire Deep Blue lui-même, c'est une espèce c'est les ordinateurs presque des années 40 parce qu'il y a besoin d'une puissance de fou. Donc c'est une armoire dont le créateur d'ailleurs a l'air semi-amoureux. Donc voilà, il y a aussi les objets physiques. Oui, qui prennent beaucoup de place. Alors qu'à la fin, dans la toute dernière scène, on voit beaucoup de smartphones. La toute dernière scène se passe 20 ans après et on comprend que le monde a changé. Mais justement, nous dit-on un petit peu grâce à cette grande avancée, à ce bond technologique de Deep Blue. Alors, dans la manière dont Deep Blue est filmé, il y a aussi évidemment des retours un peu de 2001, l'Odyssée de l'espace, le vrombissement, la lumière, là c'est plutôt bleu que rouge, mais la lumière qui tourne, la lumière qui tourne. Voilà, il y a des choses qui font penser à ça. Et une des réussites de la série, je trouve, c'est effectivement le rapport que les uns et les autres ont à la machine, d'agacement, d'attachement, d'angoisse, de séduction. Enfin, ça c'est bien rendu, ouais. Notamment dans tous les personnages qui sont dans IBM ou qui sont là engagés par IBM pour l'aider dans ce défi face à Kasparov, l'humain qui lui paraît assez seul. Audrey, sur Rematch, tu es entré aussi par la question de l'intelligence artificielle et puis d'un Kasparov un peu qui est défié, qui est un peu parano aussi sur cette machine. Oui, je trouve que le sujet est vraiment fascinant pour une série. Moi, j'en attendais beaucoup. Cette façon de regarder avec 20 ans de recul, ce qu'ont été les débuts de l'intelligence artificielle, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, bien évidemment, mais en tout cas la puissance des supercalculateurs, tout à coup, d'avoir une machine face à un être humain et regarder avec le recul qu'on a aujourd'hui, ce que ça représentait à l'époque et ce que c'est et où on en est maintenant, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle a quand même la capacité aujourd'hui de déstabiliser des sociétés entières. Donc ça, j'attendais beaucoup de cette mise en perspective-là. Je l'avoue que je suis restée énormément sur ma faim, mais j'aimais beaucoup. Ce que j'aime le plus dans la série, c'est cette façon vous l'avez évoqué, cette façon de représenter la machine, qui était à mon avis très prometteuse. On a une machine qui est quasiment en train de respirer, qui est quasiment vivante. Alors, bon, je ne sais pas si les créateurs, les personnages autour sont vraiment amoureux de cette machine, mais en tout cas, ils sont totalement fascinés, ils sont totalement happés par ses possibilités, par le fait même qu'elle puisse avoir du répondant face à eux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, moi, de ce que je vois dans le parallèle avec 2001, qui est assez ludique, c'est cette espèce d'objet métaphysique comme ça qui débarque au milieu d'humains composés de chair et de sang et qui va les émouvoir dans tous les sens du terme. Je trouve que ce propos est pas forcément déployé, en tout cas avec l'ampleur qu'il aurait mérité, y compris sur, je sais plus, il y a 8 épisodes, je crois. Enfin bon, c'est une série qui est quand même considérée comme une série un peu longue, en tout cas avec un petit peu d'ampleur de nos jours. Ce propos va pas vraiment jusqu'au bout et pour moi, ça tient
probablement à sa mise en scène que je trouve extrêmement désuète. C'est-à-dire que c'est une série qui aurait pu être, je pense, filmée exactement de la même façon il y a 10 ans, voire il y a 20 ans. J'ai trouvé que les personnages féminins, notamment, étaient très stéréotypés. La cadre d'IBM, j'ai vraiment ces working girls. Je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Je trouve que ça manque beaucoup de modernité. Et puis, il y a des conventions de narration que je trouve dépassées, comme cette convention langagière ou de langue, en tout cas, qui fait que la mère et le fils, qui sont russes, se parlent en anglais avec un accent très fort. Ça, j'ai trouvé ça complètement inutile de nos jours. Je pense qu'on est parfaitement capable aujourd'hui d'avoir une série, notamment sur Arte, qui nous montre des protagonistes qui parlent leur langue maternelle. Donc, tout ça m'a mise un petit peu à distance. Et qui fait que je ne suis jamais vraiment rentrée dans la série, dans sa complexité, dans tout ce qu'elle pouvait avoir d'émouvant, aussi d'humain. Elle ne m'a pas bouleversée, je pense, en tout cas, à la mesure de son sujet. Bon, donc on reste sur une série un peu cérébrale en même temps. Voilà, c'était l'objet. Benjamin, ton entrée dans Rematch? C'était l'objet, c'était pas une série facile à aborder forcément au départ. En tout cas à promouvoir quand on en parle auprès de ses proches. On dit tiens, je vais regarder une série sur un championnat d'échecs des années 90. Les gens ils font oui, bon, ok. Les échecs, ça a plus la même aura que dans les années 80-90, mine de rien. Les performances d'un super ordinateur, on est à l'âge de ChatGPT, on est à l'âge des robots qui parviennent à convaincre leur ami robot d'arrêter le travail. Donc on est un peu blasé de ça. Et ce que j'ai trouvé, là, c'est une de mes séries préférées du jour, quand même. Donc pour moi, c'était vraiment un bon travail. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est de multiplier vraiment les points de vue et donc les portes d'entrée dans la série, et de parvenir à les rendre aussi intéressants les uns que les autres. Parce qu'on peut s'intéresser à la série via le personnage de Kasparov, le champion ultra cérébral, un peu cinglé forcément, fascinant et pas très sympathique, parce que comme tous les champions, il a tout sacrifié à sa discipline. On peut s'intéresser à la façon dont la série raconte les échecs, parce que la série, mine de rien, met en scène et raconte des parties d'échecs de manière assez convaincante, assez intéressante, c'est bien documenté, et en vrai c'est un jeu passionnant, donc ça aide un peu. Et après on peut aussi rentrer par du côté des gens d'IBM et de Deep Blue, et pour le coup, moi personnellement j'ai trouvé le personnage du concepteur très, très attachant, peut-être parce que son travail me parle plus à un niveau personnel. On peut aussi effectivement un personnage qui est un peu plus compliqué à aimer, qui est celle de la directrice de la recherche, qui est vraiment effectivement un peu dans les teintes de gris, parce qu'elle est finalement pas très sympathique et très working girl, dans le pire du stéréotype. Il y a aussi le grand maître qui travaille avec Deep Blue pour l'entraîner, qui est aussi un personnage à part entière, mine de rien. Donc on a vraiment des personnages, et la mère de Kasparov également, on a quand même plein de personnages qui ont une existence, des motivations, des défauts et des points forts, et on les aime bien tous, en fait, à un moment ou à un autre. Donc je ne sais pas si ça colle à la réalité, je ne sais pas du tout quel a été le travail je sais, pour avoir lu un peu autour, que c'était déjà très romanesque l'histoire de Kasparov. Les championnats en Russie, Karpov-Kasparov, qu'on voit en flashback dans un épisode, ça mérite en tout cas, d'être un peu reconnu. Deep Blue, c'était effectivement quelque chose d'assez passionnant en soi. Donc c'est une série effectivement un peu datée. C'est-à-dire, c'est effectivement une série qui aurait pu être faite il y a 10 ans, facile, 15 ans aussi, qui parle un peu d'un autre temps, mais pour moi, c'était vraiment une série de bonne facture que j'ai tendance à recommander sans trop de réserve. Sans réserve. Ioannis, si on reste aussi sur la partie, alors pour le coup, à la fois historienne et géographique, tu as été intéressé par la reconstitution du New York, d'un certain New York des années 90. Oui, ou son évocation en tout cas, parce que bon, la série est énormément en intérieur, on voit surtout des plateaux d'échecs et des salles et des loges et des choses comme ça, mais ça se place à un moment, donc 1997, qui est un peu particulier. Je trouve ça pas inintéressant de se rappeler qu'on est pile entre les deux attentats du World Trade Center, enfin à peu près, je veux dire c'est 1993 et puis 2001 évidemment contre les Twin Towers, et un moment aussi de renouveau en fait de la ville de New York, qui avait été marquée par une hausse de la criminalité, par une image qui était de plus en plus dégradée dans les années 70-80.
Et Rudy Giuliani, donc, qui a été élu maire en 93, est réélu justement cette année-là en 97. Et on est dans un moment plutôt, il est réélu confortablement. Et on est dans un moment un peu plus léger, optimiste, reconquérant vraiment de New York, qu'on voit justement dans la manière dont aussi la ville semble prise. Alors c'est sans doute représenté de manière très excessive, mais complètement prise par cette passion des échecs, donc par cette passion du jeu, de quelque chose d'assez léger finalement. On voit aussi donc une espèce de déchaînement, enfin de passion médiatique, hein, qui autour de cet événement, et finalement un ton qui est assez léger. Et c'est aussi la période, quand on pense à ce qui se passait à ce moment-là dans le monde des séries, enfin je veux dire 97, c'est Friends, c'est Seinfeld, c'est Sex and the City, qui eux aussi ont beaucoup contribué à donner cette image du New York des années 90 comme un endroit plutôt ludique, plutôt joyeux, plutôt léger. Et alors que la série, je l'avais lu sous la plume d'un des producteurs, la Rematch a été vendue comme un thriller psychologique. En fait, moi je trouve qu'il y a aussi une assez grande légèreté, hein, parce que bon, ce ne sont que des échecs, quoi. Voilà. Ça va pas si loin que ça. Donc voilà, les séries revisitent maintenant une période qui les a vues naître. C'était Rematch, deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui. Follow, mini-série française de Victoire d'Aboville, produite par Bonne Pioche Story et 13e rue. Elle est disponible sur France 2. Avec à la réalisation pour tous les épisodes Louis Farge et l'étoile montante des actrices Marie Colomb dans le rôle principal de Léna, qui aide la police parisienne à enquêter sur un tueur en série qui semble avoir une dent contre les réseaux sociaux, les influenceurs et les gens qui les fréquentent. Yoannis, une série avec une intrigue un peu faiblarde, un peu superficielle, mais pareil là, si on entre par le biais de la géographie, des paysages, un Paris un peu fascinant, ou voilà, un pari particulier. Relativement original. Oui, sur l'intrigue, je m'étendrai pas. Je pense qu'effectivement, ça a été remarqué par je pense, beaucoup de spectateurs. Les rebondissements, l'aspect mystérieux, enfin le personnage du tueur, tout ça. Bon, voilà, les fausses pistes et autres. Mais par contre, je trouve que la série réussit à bien retourner son manque de moyens, qui est criant, hein, pour en faire une certaine force, donc en vidant complètement les lieux. Alors, petits lieux fermés qu'on voit beaucoup, la préfecture réduite à quelques petites salles bureaux. De réunion, avec et puis cet teint grisâtre, beaucoup de solitude, hein, et puis alors il y a l'argument là scénaristique dans l'intrigue du fait qu'à un moment donc le couvre-feu est décrété, donc c'est pratique pour filmer des rues désertes et des lieux complètement dépeuplés. On est au plus près de l'héroïne qu'on suit dans ces rues vides, et c'est une vision de Paris, voilà, qui est pas si fréquente, plus si fréquente en tout cas, de la ville, non pas franchement hostile, mais en tout cas assez étrangère, peu accueillante. Et puis il y a un usage surtout intéressant de tous ces lieux souterrains, parce qu'on voit énormément le personnage principal dans le métro, dans les couloirs, dans les wagons. C'est une figuration claire des réseaux, de leur côté labyrinthique, et puis en même temps de l'isolement. Enfin, il y a cette idée du tuyau finalement, hein, du tuyau numérique et du tuyau de transport, dans lequel on est dans tous les cas face à un écran. Elle est bien rendue, je trouve. Benjamin, comment es-tu entré dans la série qui a une petite dimension? Alors c'est à la fois proche de notre monde, mais il y a un petit côté Black Mirror avec le réseau Life. Enfin, ils ont décalé un petit peu. Voilà, ils n'ont pas donné les vrais noms des réseaux sociaux. Ou alors tu as trouvé ça déjà un peu dépassé? Non, j'y suis rentré. Oui, exactement. J'y suis rentré péniblement et j'en suis sorti encore plus agacé. Alors déjà juste pour replacer le truc, effectivement. Le bon côté de la série, ce sont ces interprètes, à mon avis, ils sont tous impeccables. Après, le point faible monstrueux, le gros point faible, c'est l'intrigue, qui est très faible, du début jusqu'à la fin. C'est un thriller. Alors déjà, c'est un thriller, effectivement, c'est-à-dire c'est au sens propre, hein, c'est un roman policier vécu par les yeux de la victime. Et le personnage principal, Léna, est une victime de A à Z. Elle est victime d'une machination qui la dépasse, mais elle est victime aussi de son emploi, elle est victime de ses collègues, de son petit chef insupportable, qui est un acteur qu'on adore, qui est Jean-Michel Lamy, mais qui est particulièrement odieux, etc. Et ce qui est important dans un thriller, effectivement, c'est quand même l'intrigue. Et elle n'est pas passionnante en elle-même, le dénouement est particulièrement décevant. On a des jolis plans de Paris, forcément, mais on est aussi habitué au fait que les productions policières françaises, c'est un peu des dépliants touristiques. Donc là, effectivement, j'aime beaucoup Paris, et il y a des idées de réalisation, des vraies idées, donc c'est bien, on a des bons acteurs. Mais le propos me semble la série passe totalement à côté de son propos,
qui est la mise en cause des réseaux sociaux et d'Internet. C'est ça qui énerve le tueur. Voilà. Bon. Ça énerve le réalisateur, enfin l'auteur, visiblement, le créateur de la série, et il veut mettre en exergue le fait qu'on laisse trop de traces de nous en ligne, on se met en danger, etc. C'est une critique qui était déjà là il y a 10-15 ans, elle est toujours valable, elle est un peu dépassée quand même, et surtout, pour moi, elle est mise à mal par la nature même du danger dans la série. Le danger, c'est un criminel, enfin c'est un ou une criminelle en série qui est sociopathe, psychopathe, ce que vous voulez, mais qui n'est pas quelque chose de banal. Le danger, c'est lui. C'est-à-dire que n'importe quoi entre ses mains serait une arme contre vous s'il a décidé de se servir de vous. Pas seulement le compte Facebook. Et la situation de Lena dans Follow, elle est parfaitement extraordinaire. On ne peut pas réellement prendre pour nous le danger dans lequel Internet a contribué à la mettre. Nous, on aurait, effectivement, je ne souhaite pas d'avoir affaire à un génie du crime manipulateur, donc on n'aura pas ce problème, et on peut donc, en tout cas dans nos têtes, on peut continuer à se géolocaliser. Alors que le vrai danger des réseaux sociaux, beaucoup plus concret, et pour le coup, quelque chose qui nous touche au quotidien, c'est le développement du commerce des informations personnelles, c'est les modes de communication sécurisés qui permettent à des criminels ou à des terroristes d'échanger tout et n'importe quoi au calme. C'est le rapport à l'information qui est devenu totalement biaisé jusqu'à confondre faits et opinions. Enfin, c'est ces choses-là qui se jouent actuellement sur les réseaux sociaux. Et ça n'en parle pas vraiment, puisque c'est une histoire policière très basique et qui n'a vraiment pas d'impact sur notre imagination, quoi. Donc banalité de notre vie sur les réseaux sociaux et en même temps exceptionnalité de ce qui arrive à Lena. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'enquête, pour le coup, comme tous les indices sont laissés en ligne, l'enquête se déroule en examinant des comptes, des photos, des variations, etc. Alors, ça pose des enjeux de réalisation, Ioannis, qui sont comment filmer, parce que c'est pas très très sexy, mais comment on fait pour filmer des écrans. Et alors, on se disait en préparant l'émission, il y a la tradition Sherlock, avec plein de choses qui popent comme ça sur l'écran. C'est pas complètement le choix qui a été fait, c'est un peu plus modéré dans Follow. Oui, de manière générale, on retrouve, je pense, l'économie de moyens choisie et contrainte, sûrement, mais au lieu d'avoir, c'est vrai, un vrai déferlement visuel d'informations, bon, ça allait très bien pour Sherlock parce qu'il fallait montrer une espèce de vitalité extraordinaire de l'esprit du détective. Donc là, on est quelque chose qui est un petit peu plus comme ça, en mode mineur, un peu plus déprimé, en fait, comme l'héroïne elle-même, enfin, angoissée, déprimée, apeurée. Et du coup, voilà, je trouve qu'effectivement, comme l'intrigue est faible de toute manière, c'est pas tellement la succession des informations, des indices qui importe, c'est plutôt simplement, enfin en tout cas ce qui est plus réussi, c'est la manière dont on nous transmet un certain état d'esprit, une certaine humeur finalement qui a l'air grandement conditionnée par les réseaux et dont on comprend, c'est pas très original mais c'est relativement bien rendu, que elle est au mieux maussade et au pire franchement angoissée, quoi. Benjamin, on a dit que la série était une série France Télévisions, une série France 2, qui est quand même pas complètement ratée malgré les limites qu'on a données. Est-ce qu'on est dans, quand même, ce que France 2 peut proposer de quand même très correct en ce moment, eu égard à la production de séries, eu égard aux moyens qui leur sont donnés. C'est-à-dire, c'est quand même, l'intrigue est un peu linéaire, mais c'est quand même, ça tient son propos et ça tient à peu près ses promesses. Oui, on est un peu dans le tout venant, agrémenté effectivement d'un propos qui aurait pu être intéressant et qui pour moi est décevant là-dessus. Donc voilà, c'est une série qui reste bien faite dans les codes du genre. On va rester sur une série française encore culte, mini-série disponible sur Prime, écrite par Mathieu Rumani et Nicolas Slomka, qui revient sur le lancement de Love Story sur M6 en 2001, si loin, si proche. À nouveau Louis Farge à la réalisation et à nouveau Marie Colomb dans le rôle de Loana, qui est au cœur de la série. On suit aussi le travail de la productrice qui s'appelle dans la fiction Isabelle de Rochechouart, interprétée par Anaïde Rosam, qui est inspirée par la vraie productrice du Loft, Alexia Laroche-Joubert. Et c'est évidemment là que ça se complique un peu, car Alexia Laroche-Joubert est aussi
à la production de culte, et donc le spectateur a pu avoir l'impression qu'elle donnait sa version de Loft Story, sa version de l'émission qui allait introduire la télé-réalité en France. Il y a une ambiguïté constitutive de cette série, Audrey, si on commence par toi. Oui, il y a une ambiguïté. Je dirais même qu'il y a un double standard, dans le sens où à la fois le personnage d'Alexia Laroche-Joubert et les gens qui l'entourent donc, sont inspirés de personnes réelles, mais ne portent pas les noms qu'ils ont dans la vie réelle. En revanche, les lofters sont représentés sous leur véritable identité. Donc il y a un double standard dès le début de la série qui est très étonnant, qui est, à mon avis, assez discutable. Il y a pas mal de choses qui sont discutables dans cette série. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et pourtant, je la trouve assez réussie en tant que série. À part sur la fin, où je trouve qu'il y a quelques arches narratives qui sont moins abouties, je la trouve très étonnante dans sa réalisation, dans son écriture. Là encore, très ciselée, très soigneuse, très documentée. Assez passionnante dans ce qu'elle nous montre à voir des coulisses de l'émission. Moi, j'avais complètement oublié, même si je me souviens bien de cette période et j'ai beaucoup regardé Love Story à l'époque, mais j'avais complètement oublié la façon dont la série était venue à l'antenne. Je ne sais même pas si je l'avais su d'ailleurs. En tout cas, toute la façon dont le concept est découvert, dont le concept est appréhendé par les futurs producteurs de l'émission, comment ils vont l'adapter, comment ils vont faire le casting, tout ça, en fait, les coulisses du loft, je trouve ça assez intéressant, tout en sachant que c'est une fiction et que cette fiction, finalement, elle ne doit pas grand-chose à la réalité. Alors, il paraît que Alexia Laroche-Joubert a absolument eu aucun mot final, en tout cas sur l'écriture de la série. C'est ce qu'elle a dit pendant la promotion de Culte. Je pense quand même qu'elle ne serait pas mécontente de voir le personnage d'Isabelle de Rochechouart. Je crois qu'elle est plutôt, de ce que j'entends de sa personnalité, la façon dont elle s'exprime et la façon dont Anaïd Rosam s'est emparée du personnage. Voilà, un personnage qui est à la fois tout à fait machiavélique et en même temps qui fait preuve d'une assurance, d'une détermination qui la rend sympathique, vraiment, en tout cas pendant les 2/3 de la saison. Après, ça se délite un petit peu sur la fin. En tout cas, moi, j'ai marché. Pendant une grosse partie de la série, j'ai marché et je me suis fait avoir. Donc, moi, j'en sors hyper satisfaite d'un point de vue de sériephile parce que c'est largement au-dessus, là encore, en termes d'écriture, de scénario, de mise en scène, même de tout, de montage. Je la trouve largement supérieure à ce qui se fait dans la fiction française à l'heure actuelle. On est plutôt dans le haut du panier. Et en même temps, il y a ce choix de faire une différence entre les lofters et puis le reste du monde. Et ce qui m'amène aussi à une autre remarque et à une autre frustration qui, s'exprime à un autre niveau, mais qui est tout aussi intéressante, c'est qu'il y a un autre parti pris dans la série, c'est de ne pas du tout montrer l'intérieur du loft. Ouais. Et on reste à l'extérieur, on reste principalement dans les coulisses, et puis on va aussi parfois au confessionnal. On va aussi parfois vraiment vraiment, vous savez, dans ce mur de placo qui sépare le studio de ses coulisses. On rentre jamais vraiment, on ne fait pas connaissance, très très peu connaissance avec les autres lofters, c'est à peine si on les voit. On ne voit que Loana. Et ce choix, il dit beaucoup de choses. D'un point de vue scénaristique, mais pas que ça. Alors, il y a Marie Colomb qui, effectivement, a fait un super boulot dans la peau de Loana. Vraiment, c'est tout à fait fascinant. Et elle aimante la caméra, mais tel que Loana a aimanté la caméra à l'époque, et de la même façon, elle vampirise totalement le loft, comme Loana a vampirisé complètement malgré elle, mais avec vraisemblablement l'appui de la production de Love Story, comme elle a vampirisé l'émission. Aujourd'hui, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en voyant la série, que je ne me souvenais absolument plus, non seulement du casting du Loft 1, mais encore moins du casting de la saison 2. Je ne me souvenais que de Loana. Donc ça, c'est un choix narratif que je trouve assez intéressant, mais qui a pour corollaire de faire disparaître complètement tout le nouveau régime d'image qu'a créé la télé-réalité.
télé-réalité qui existe aujourd'hui, alors plus du tout par Love Story parce que le concept a fait long feu, mais en tout cas à travers tout un tas de déclinaisons qui sont à la fois proches et très très différentes. Mais je me suis replongée dans la presse de l'époque. Je me souviens de ce qu'ont écrit les cahiers du cinéma à l'époque. C'était tout un nouveau champ de l'audiovisuel qui s'ouvrait à ce moment-là. Et c'est comme si la série, on ne le prenait absolument pas en compte, ne le voyait pas et décidait de ne pas s'y intéresser. Donc là, oui, c'est l'histoire de la télévision, mais vue finalement par le tout petit bout de la lorgnette. Ça donne une série en 6 épisodes qui est à la fois très réussie et très, très, très repliée sur elle-même, qui n'a pas beaucoup d'ampleur, qui du coup, va être très, très vite oubliée, je pense. Benjamin, je te voyais réagir aux propos d'Audrey, notamment sur le personnage d'Isabelle de Rochechouart, brillante, mais peut-être pas si sympathique que ça. Qui n'est jamais sympathique. Elle n'est jamais sympathique. Ce personnage est absolument odieux. Oui, moi je suis arrivé. J'ai détesté mon premier contact avec cette série, mais j'ai haï la première demi-heure ou la première heure, je pense. J'ai failli arrêter le visionnage parce que j'avais vraiment l'impression qu'on allait me montrer pendant 6 heures des personnes que j'allais détester et que donc j'avais pas envie, quoi. J'avais envie de les faire autre chose. Et quand même je suis resté parce que il y avait quelque chose qui tient de l'histoire de la télé, mine de rien, derrière cette série, et c'est assez intéressant à regarder de ce point de vue-là, parce que mine de rien, c'est aussi l'histoire d'une réussite industrielle et d'une réussite médiatique. Donc c'est intéressant d'avoir des coulisses bien documentées, même si là-dessus, effectivement, on peut aussi lire des livres et des articles de journaux qui sont. Enfin, il y a eu pas mal de documents assez intéressants là-dessus. Mais bon, en faire une série, après tout, pourquoi pas. Moi, j'ai un souci au final je ne comprends pas en quelque sorte, comment dire, le compas moral de la série. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est très explicite sur la fin, en fait. Je vais pas. Enfin, après, c'est un document. Enfin, c'est une série un peu documentaire, donc il n'y a pas de rebondissement à la fin, quoi. On connaît la fin. Mais il y a 2 scènes qui se suivent à la fin et qui sont très, qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est une phrase que dit la mère d'un des équipiers de la production, qui a fini la production totalement détruit psychologiquement. Un personnage qui a priori apparemment n'est pas un personnage réel exactement, mais inspiré de quelqu'un de réel en tout cas. Et la mère dit au personnage d'Alexandre Laroche-Joubert que ça c'est peut-être c'est l'histoire que vous racontez pour réussir à vous lever le matin. Et pour moi, c'est exactement ça, effectivement. Là, pour moi, c'était pour le coup, effectivement, mon compas moral à moi pour le personnage, c'est exactement ça. C'est une personne qui se raconte une histoire et essaye de se faire croire que c'est la gentille de l'histoire, que c'est elle qui a raison, que c'est elle qui construit quelque chose d'important, alors que son œuvre est intégralement une œuvre de destruction. Parce que finalement, Love Story, cette réussite industrielle, ça détruit tout. Ça détruit les candidats. Alors, Loana, c'est un cas extrême. Et encore, la série en parle finalement assez peu. Enfin, on parle sur la fin, on devine un petit peu, mais par rapport à ce qui s'est passé après et par rapport au destin de Loana Petrucciani et aussi des autres lofters, les années suivantes, la série dit pas grand-chose. Mais ce sont des gens qui, effectivement, c'est un impact énorme et globalement négatif, humainement, sur eux, sur les gens de la prod, parce qu'il n'y en a pas un seul qui en sort intact. Et peut-être même sur les spectateurs, puisque peut-être si on fait le bilan de 20 ans de télé-réalité, on peut se dire que c'est pas ce qui est arrivé de mieux à l'humanité. Hein. Voilà, quand même, globalement, même si s'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Et donc, on a cette scène, et là, je me dis, effectivement, là, ok, il y a il statue là-dessus, c'est cette vision-là qui était depuis le début, j'étais devant Succession à la française, je n'avais pas vraiment compris. Mais... Et puis, scène suivante, la dernière, pour le coup, le personnage se sert d'un des épisodes les
plus immondes de la série et peut-être de la réalité du coup, pour obtenir une réussite personnelle, professionnelle, personnelle, en faisant chanter un autre personnage. Et ça finit là-dessus, sur la réussite abjecte de cette productrice. Et du coup, voilà, ok, c'est un effet Scarface, c'est un peu un effet Scarface. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils voulaient, si les auteurs voulaient en tout cas, signaler le négatif de la démarche, du personnage, etc. Mais ça finit sur un triomphe, ça finit sur un truc spectaculaire, ça finit sur voilà, elle a réussi, finalement, elle a réussi. La morale, c'est qu'elle a réussi à avoir tout ce qu'elle voulait, et à renverser la table, et à imposer sa vision sur l'ancienne vision patriarcale, parce qu'après, effectivement, il y a tout un truc qu'on pourrait raconter sur les vieux patrons de chaîne, la façon dont elle est traitée en tant que femme, qui était effectivement une façon incompréhensible. Et donc voilà, donc elle est finalement montrée comme quelqu'un de progressiste et qui a réussi quelque chose, alors que toute la série a montré des gens se faire détruire psychologiquement. Je n'ai pas compris. Il y a un personnage qui peut-être est une autre voie d'entrée dans la série, qui est celui qui précisément va être détruit. Alors il est externe, hein, c'est l'adjoint, c'est le bras droit d'Isabelle de Rochechouart, c'est le personnage de Karim. Et en fait, Karim, voilà, il tombe un peu amoureux voire beaucoup de Loana. C'est le voyeur. En même temps, toute la série est fondée sur l'idée du voyeurisme. Et à la fin, il y a une scène où il confond le loft avec un peep show. Donc ça renvoie quand même à l'idée que toute cette série-là, ça a pu être aussi compris comme un peep show, une espèce de chose un petit peu obscène qu'on va livrer aux spectateurs. Hein, Audrey, tu parlais tout à l'heure d'un nouveau régime de la télé-réalité qui a enchaîné ensuite avec les anges de la télé-réalité. On a un peu oublié, mais à l'époque, on parlait beaucoup des actrices porno. C'était un peu ça. Elles allaient un peu sur les plateaux. Et puis le loft est arrivé et on s'est dit, ah, mais ces personnages-là sont un peu plus présentables que les actrices. Donc, voilà, par rapport au personnage de Karim et par rapport à ce qu'a dit Benjamin. Oui, tout à fait. Il y a peut-être juste un truc qu'on a oublié de mentionner, c'est que la série commence, on rentre dans le premier épisode, après on va faire un retour en arrière, mais on entre dans le premier épisode par la fameuse scène de la piscine. Alors, qui n'est évidemment pas montrée à l'écran, mais ce qu'on a oublié, moi j'avais oublié tout ça. Et ce que la série nous rappelle, c'est que la scène de la piscine entre Jean-Édouard et Loana est arrivée 48 heures après le lancement de Love Story. Donc très très rapidement, jusqu'à présent Love Story ça décollait absolument pas dans les audiences, personne ne regardait, très très peu de gens en tout cas. Et à partir du moment où il y a eu cette scène, qui ne s'est pas reproduite, je crois, en tout cas Love Story ça n'a pas été ça pendant 90 jours. À ce moment-là, tout à coup, pic d'audience, et puis les gens ont commencé à regarder. Ça passait sur je sais plus quelle chaîne du satellite. Il y avait un 24 heures sur 24, avec des gens qui regardaient 24 heures sur 24. Et pour revenir à la scène avec Karim, qui est une scène effectivement qui est assez obscène et qui met Karim dans la position du voyeur. En fait, comment je pense, c'est difficile d'en parler sans évoquer un tout petit peu la scène. Tout à coup, il voit Loana, effectivement, il s'est amouraché de Loana et il commence à se masturber devant la vitre. Et ça, moi, je trouve cette scène alors extrêmement dérangeante, mais extrêmement forte, dans le sens où elle interroge, nous, notre position de spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu être absolument passionnant dans la série et qui n'est pas du tout abouti. La série n'a pas assez de temps, pas assez d'idées, je pense pas assez de recul, pas assez de hauteur morale probablement pour s'interroger sur, peut-être arrêtons de regarder les lofters comme de simples victimes, comme des animaux en cage, arrêtons en fait de mettre justement un jugement moral sur ce qui est fait, interrogeons-nous aussi sur notre regard de spectateur. Qui on est en tant que spectateur de la télévision et téléspectateur de la télé-réalité. Ça, potentiellement, ça ouvre un champ de recherche absolument énorme, qui est à mon avis beaucoup trop vertigineux, effectivement, pour cette série, pour une série qui se veut très grand public et qui est à peine effleurée. Moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup je comprends tout à fait le dégoût qu'on peut, et puis encore une fois, je trouve ce parti pris du double standard est très, très discutable. Il y a quelque chose de l'entreprise de réhabilitation, probablement, mais ça, c'est pas la première fois qu'on le voit.
c'est pas du tout spécifique à Culte. On le voit dans la fiction tout le temps. Le fait que Alexia Laroche-Joubert soit productrice, qu'elle ait été mise en avant aussi pendant la promo, je pense qu'effectivement ça contribue à alimenter cette impression-là. Moi, je comprends tout à fait, mais justement, encore une fois, en tant que série, je la trouve plutôt au-dessus de ce que j'ai l'habitude de voir, et je reste sur cette impression-là. Et puis très original sur ce qu'elle va traiter, c'est-à-dire les débuts d'une télévision spécifique. Moi, je pensais aussi à la réhabilitation, Benjamin, c'est-à-dire la série semble excuser plein de comportements, c'est-à-dire on voulait sauver Loana avec un reportage sur Paris Match, mais on est débordé et on va dévoiler sa vie privée, le fait qu'elle a un enfant. Tout est un peu comme ça, c'est-à-dire on est des bons samaritains, mais on n'y arrive vraiment jamais. Et effectivement, on voit qu'il n'y a pas eu de réflexion sur la déflagration que ça allait être pour ces personnages, et en particulier pour Loana, qui est sacrifiée sur l'autel d'une réussite professionnelle. Donc il y a quand même ce côté réhabilitation 20 ans après, quoi. Oui, mais alors c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est qu'effectivement on voit des tentatives de réhabilitation, de justification, puisqu'en fait le personnage d'Alexia Laroche-Joubert ne fait que ça, de justifier sa démarche et son travail, et ça. En fait, dans les faits, ça tombe à plat par rapport aux résultats qu'on voit à l'image. Donc, ça reste pas convaincant, quoi. Donc, c'est assez étrange. Et c'est ce qui fait que la série reste. Je pense que c'est l'intérêt de la série, en tout cas, parmi celles de ce soir, c'est qu'on peut en débattre pendant des heures, je pense. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas dans toutes les séries, tous les jours. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Je ne sais pas du tout quel rôle elle avait. Je ne sais pas. Moi, quel rôle elle a eu elle a eu un rôle de productrice. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a son mot à dire dans le financement d'une série. On a tous ceux si on a écrit que quoi que ce soit, on sait qu'on écoute le producteur quand le producteur parle. Donc, elle ne peut pas être opposée à ce qui a été proposé d'elle. Mais je ne sais pas comment elle arrive à. Non, si, je sais. Je pense qu'elle se raconte l'histoire qu'elle doit se raconter pour se lever le matin. C'est tout. Donc c'est effectivement le propos je crois que c'est la mère de Karim Kinsia. D'ailleurs, elle se la mère de ment elle-même, parce que elle ose pas le dire à ses parents. Donc elle dit qu'elle prépare une espèce de documentaire sociologique. Et puis finalement, oui. Voilà, bon, c'est le loft qui triomphe. Et dans mon souvenir, il y avait des réflexions aussi sur la cinématographie du loft. C'est ce que tu disais, Audrey. Même si les cahiers avaient pas classé dans les 10 meilleurs films de l'année, il y avait le loft, quoi, parce qu'effectivement, il y avait tout. Oui, tout à fait. Ils ont même fait une couverture qui a été très très débattue à l'époque. Oui, c'est ça dont je parle effectivement quand je parle d'invention d'un nouveau régime d'image. C'est tout à fait ça. Les cinéphiles s'en sont emparés, toute la critique s'en est emparée pour un débat qui était assez stimulant d'un point de vue intellectuel et qui interroge là encore pas simplement ce qu'on est en train de faire, quoi, pas le statut, quelle mise en scène on fait dans le loft, parce qu'à partir du moment où il y a une caméra, il y a une mise en scène. Donc c'est quoi la nature de cette mise en scène, mais qui interroge aussi nous, notre place de téléspectateur, de chaîne 24 heures sur 24, notre place de spectateur aussi qui vote. Souvenez-vous, on votait pour garder les gens dans le loft ou pour les exclure. Tout ça, c'était assez nouveau. Maintenant, ça s'est banalisé. Puis c'est vrai que maintenant, quand on regarde Frenchy Shore ou d'autres choses, en fait, le loft, c'est assez mignon. Mais à l'époque, en tout cas, c'était extrêmement nouveau et extrêmement dérangeant pour les spectateurs qu'on était. Oui, je me disais que le casting des lofters était très très sage, à l'exception de Loana. Finalement, ils ont essayé d'équilibrer un peu sociologiquement. Ils ont fait une sorte de casting, mais Loana surnageait, puis les autres étaient un peu fades avec le recul. Dans mon souvenir, un couple s'était formé d'ailleurs dans ce loft, un vrai couple qui restait. Benjamin. Juste pour rajouter, il y a une grosse différence quand même entre la télé-réalité du loft et la télé-réalité de Frenchy Shore, etc. Maintenant, les gens, ce sont des professionnels de la télé-réalité, les candidats. C'est vrai. À l'époque, c'était d'une naïveté absolue. Donc, c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout comparable. C'était le triomphe des candides. Ouais, je voudrais juste rajouter que l'année prochaine, il y a une suite, entre guillemets, il y a une deuxième saison à Culte qui sera consacrée. Alors, c'est pas une blague, qui sera consacrée au To Be Free. Et je vous promets que je ne la regarderai pas.
Parce que C'est sur toi, Benjamin. Dommage. Benjamin, enfin. Les boys bands, on va faire un numéro spécial. Voilà. Bon, donc on revisite toute la pop culture, un peu, bon, voilà, un peu TF1 et autres et M6 de l'époque. Bon, très bien, merci. 4e série du jour, La Diplomate saison 2, série Netflix de Deborah Kahn, dont nous avions déjà évoqué la première saison dans le 13e numéro de l'émission. On retrouve Kerry Russell, l'éternelle Felicity Porter, dans le rôle de l'ambassadrice des États-Unis à Londres, qui essaye de retrouver les commanditaires d'un attentat, de gérer une possible crise politique en Angleterre tout en étant empêtrée dans son couple toujours très compliqué. On croise aussi dans cette saison Alison Janney, C.J. Craig de la Maison Blanche dans le rôle de la vice-présidente des États-Unis. Audrey, la série est mise en ligne à l'époque, enfin au moment où Kamala Harris était encore en lice pour la présidentielle. Il y a d'ailleurs une scène assez fascinante de dialogue entre Kate Weiler et la vice-présidente. La série dit ça pouvait être le tour des femmes, ça aurait pu être le tour des femmes là de prendre les positions de pouvoir les plus importantes. Oui, je crois que la série, elle y croyait vraiment, ou en tout cas la créatrice de la série, Deborah Kahn, qui est une ancienne à la Maison Blanche, une ancienne scénariste de à la Maison Blanche, et qui a aussi pas mal travaillé sur Homeland. C'est pour ça qu'on a dans La Diplomate, on a ce mélange de séries politiques et puis de séries d'espionnage aussi. On a les deux arches, ça fonctionne très bien. Donc oui, je crois qu'elle y croyait beaucoup, en tout cas au moment où la saison 2 était en production. Moi, c'est une série que j'aime énormément, pour deux raisons. La première, c'est Kerry Russell, une très grande actrice de série depuis Felicity à la fin des années 90, où elle incarnait une espèce de peak TV pour adolescents. Aussi, c'était la grande époque de Dawson, c'est avec des séries plus ou moins grand public. D'ailleurs, celle-là, c'était un petit peu arty, ça se passait à New York, c'était J.J. Abrams, c'était fantastique. Et aussi, ensuite, Kerry Russell, parce que The Americans, aussi autre très grande série, assez longue, dans laquelle elle interprétait une espionne russe implantée aux États-Unis et qui formait un faux couple, qui allait finir par devenir un vrai couple avec Matthew Rhys. Pour la petite histoire, ils se sont mis en couple, les deux acteurs, pendant le tournage de The Americans. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que leur romance a injecté quelque chose, une espèce de supplément d'âme dans cette série, qui est une des très très grandes séries des années 2010. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup La Diplomate, c'est qu'elle me rappelle une forme de savoir-faire qui est à la fois un savoir-faire à l'ancienne et un savoir-faire aussi très américain. C'est le savoir-faire de la série politique Made in Aaron Sorkin, la science du walk and talk. La première saison était extrêmement sophistiquée. Moi, je me souviens que vraiment, si on loupait 2-3 lignes de dialogue, on était complètement perdu dans l'intrigue qui mêle espionnage, puisque Kate Weiler, donc le personnage principal, est ambassadrice des États-Unis à Londres, donc des histoires d'espionnage transatlantique qui mettent en jeu à la fois la politique britannique et la politique américaine et d'autres grands enjeux géopolitiques internationaux. Donc, une série extrêmement sophistiquée de ce point de vue-là, et qui était entremêlée à une espèce de comédie de leur mariage avec son mari, interprété par Rufus Sewell, qui est un acteur fantastique aussi. Et il y avait toute cette première saison était infusée de libido, vous savez, la libido du pouvoir, ce couple qui se déchire, qui est plus ou moins en instance de divorce, et puis les événements font qu'ils vont rester soudés. Et voilà, par le sexe, par la jalousie, par l'attraction du pouvoir, vont finir par rester ensemble. Alors, cette deuxième saison, je la trouve intéressante parce qu'elle nous déstabilise un petit peu. C'est-à-dire que tout cet aspect sexus politicus va être un petit peu évacué dans les premiers épisodes, et ces premiers épisodes sont un petit peu désarçonnants parce qu'ils sont beaucoup plus froids, un petit peu plus déséquilibrés. On retrouve un couple qui est soudé, et c'est un petit peu moins intéressant, soudé face à l'adversité, face à cet attentat en fin de saison 1 qui a failli coûter la vie au personnage du mari de Kate. Et voilà, moi j'étais un petit peu interloquée et un petit peu déçue. Je me suis dit, est-ce que cette saison, en plus elle est raccourcie de 8 à 6 épisodes, est-ce qu'elle va manquer son sujet? La bonne nouvelle, c'est bien non. Il y a une espèce de crescendo dans l'intrigue, dans le suspense, et oui, ça arrive pas assez souvent. Et donc, l'arrivée d'Alison Janney, on va pas trop spoiler, mais je crois à l'épisode 5, va faire prendre une dimension incroyable à la série. Tout à coup, on se retrouve avec deux personnages féminins qui sont extrêmement forts et qui sont en émulation l'un par rapport à l'autre, et ces deux grandes actrices de série. Et moi j'adore que Deborah Kahn ait fait ça et mis face à face
Kerry Russell de The Americans et de Felicity, et Allison Janney d'À la Maison Blanche. Tout à coup, c'est À la Maison Blanche qui rentre dans La Diplomate, et c'est fantastique. Donc, je vous promets un cliffhanger de folie à la fin de cette saison-là, avec la promesse d'une saison 3, donc une série à l'ancienne, qui se termine de façon ouverte et pour lesquelles on entrevoit une suite. Enfin, pas une mini-série de cinéaste, enfin une vraie série de télévision. Ouais, le cliffhanger, on va rien dire, hein, du dernier épisode est très bien filmé. Je l'ai revu 2-3 fois. Il est très intense dans la mise en scène. Peut-être, Audrey, pour finir sur la question des femmes au pouvoir, la série pose la question de savoir si il y a une manière féminine d'être au pouvoir et le personnage de Kate Weiler, il répond à sa manière. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu autour des vêtements, autour de la coiffure. De la coiffure. Voilà, elle est toujours décalée et en même temps, c'est la marque de son indépendance. Alors voilà, jusqu'à quel point elle doit rectifier son accoutrement. Enfin voilà, il y a un truc assez drôle et assez bien trouvé politiquement là aussi sur son personnage. Oui, tout à fait, c'est très fin. Et ça, c'est dès le début de la saison 1. Hein. Donc, c'est vraiment un fil rouge comme ça qui irrigue la série en sous-marin, mais quand même de façon extrêmement prégnante. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est à quel point faut-il être prêt pour exercer une fonction? Et la deuxième, c'est ce sera toujours différent quand on est une femme. Et ça, la question se posait dans la saison 1, hein, de façon un tout petit peu plus éthérée. Mais bon, dès les premiers épisodes, on disait au personnage de Kate Weiler qu'elle était mal coiffée, que ça allait pas, qu'elle avait besoin d'être un petit peu polie sur les angles. Et dans la deuxième saison, la question commence à prendre un tour un tout petit peu plus existentiel. C'est-à-dire que le refus de Kate Weiler d'entrer dans le moule et de faire comme les autres va commencer à se mettre en travers de sa progression. Et là, la question va devenir plus dramatique, plus grave, et dans le sens où elle va commencer, elle, à se remettre en question. Elle ne se posait pas trop de questions dans la première saison, mais là, tout à coup, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus, qui la déstabilise. Et ça, cette fragilité aussi, c'est quelque chose qui arrive en fin de saison, qui est très, très bien exploité par le personnage d'Allison Janney. Et ça, ce sera peut-être l'objet de la troisième saison, de comment une personne, une femme politique, se met à la hauteur, tout simplement, de la tâche qui l'attend. Elle va d'ailleurs déchirer une robe qu'elle n'arrive pas à enlever. Et puis dans le dialogue, Allison Janney lui dit faut pas être coiffée comme ça, faut pas s'habiller comme ça. Et elle va tirer d'ailleurs des conclusions d'une nouvelle coiffure qu'elle peut avoir sur peut-être une nouvelle manière d'endosser la fonction politique. On reste dans la politique et le politique avec Dans l'ombre. Alors Pierre Schuller à la création, on lui devait notamment le film L'exercice de l'État en 2011 qui avait beaucoup marqué. Donc la mini-série Dans l'ombre est adaptée du roman éponyme de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de son homme de l'ombre, aujourd'hui député européen Gilles Boyer, livre sorti en 2011 aussi. On y suit le staff d'un candidat à la présidentielle, Paul Francoeur, joué par Melville Poupeau, et surtout son directeur de cabinet / communicant, César Casalonga, auquel Swan Arlo prête ses traits. Au casting aussi, Karine Viard, Evelyne Brochu ou encore Sofiane Kamès qu'on peut voir dans BRI. Alors la série fait beaucoup parler, elle a été beaucoup comparée à Baron Noir, elle est nettement moins virevoltante et un petit peu plus austère avec des teintes de gris, des musiques un peu stridentes. Benjamin, comment es-tu entré dans l'ombre ? Alors, je n'ai pas eu du tout ce à quoi je m'attendais, et du coup, je n'ai pas eu non plus quelque chose qui m'a vraiment intéressé, du coup, j'étais plutôt déçu. Je vais d'abord, évidemment, commencer par le meilleur côté, la réalisation de Pierre Schuller sur les deux, je crois qu'il a fait 2 épisodes, peut-être 3, en tout cas, sur une partie des épisodes, elle est très belle, il y a beaucoup d'idées de mise en scène. Il y a beaucoup de ces plans qui sont de ces moments où la série dévie vers le fantastique, vers une sorte de réalisme fantastique où on ne sait vraiment plus si on est vraiment dans le réel terre à terre ou dans un entre-deux. C'est bon, c'est assez savoureux à regarder en tant que réalisation. Bon, après il y a une matière derrière, il y a une matière qui a été adaptée d'un roman, et là c'est beaucoup plus compliqué à aimer, à mon sens. Déjà, on ne peut pas dire que c'est un roman à clé, parce que faut déjà, pour qu'il y ait un roman à clé, il faut qu'il y ait un truc à ouvrir.
J'ai pas trouvé grand-chose. On a donc deux personnes, Édouard Philippe et Gilles Boyer, qui créent des personnages principaux qui font le même métier qu'eux et qui sont confrontés au même dilemme qu'eux, dans le même monde qu'eux. Voilà, un homme politique et son conseiller. Et le gros souci de la série, pour moi, c'est que elle n'arrive pas à tenir debout parce que elle se veut à la fois thriller, politique, réflexion sur le pouvoir et être humain. Et moi en gros, on m'en avait parlé comme un roman policier, donc voilà. Et la composante mystère, police, suspense, il n'y en a quasiment pas. Il y a aussi quelques touches d'anticipation, quelque chose des moments un peu futuristes. On ne sait pas trop quand ça se passe. C'est un peu dans le futur. Oui, il y a une voiture. Il est dans une espèce de van qui s'appelle Exactement. Bernadette, voilà, à laquelle il parle. Il y a une voiture sans chauffeur et on se demande un peu pourquoi il est là, parce que absolument tout le reste de la série est très contemporain et il y a juste ce petit point-là. On le comprend à la fin parce qu'en fait, elle joue un rôle dans l'intrigue. Donc, il faut la garder, mais tout le reste de la mise en scène est très contemporaine. Et du coup, ce serait une série politique, puisqu'on n'a pas vraiment eu grand-chose de policier, le mystère, on n'est pas vraiment un, on n'a pas d'anticipation non plus, c'est une série politique. Et c'est là qu'on parle de Baron Noir, forcément. Mais le moindre épisode de Baron Noir contient beaucoup plus de politique que tout dans l'ombre. Et du coup, on se demande un peu pourquoi on regarde dans l'ombre. Par exemple, on sait que les personnages sont de droite. C'est pas un souci. La gauche n'existe pas dans la série, c'est même une blague à un moment. C'est-à-dire qu'elle est au pouvoir et elle ne fait rien. C'est une blague récurrente de la série. Mais les programmes du personnage, les idées des personnages, on ne sait quasiment rien. Ils ne parlent jamais de leurs idées. On ne sait jamais pourquoi ils ont eu envie de faire de la politique. C'est assez constant là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait que le personnage de Malik Poupeau, par exemple, est partisan de la rigueur budgétaire, mais c'est tout. Donc il pourrait être Premier ministre en ce moment. Ce serait la même personne. Si on a encore un Premier ministre à cette heure-ci, je ne suis pas sûr, vu l'heure à laquelle on enregistre. Et c'est un personnage qui pourrait être, c'est impossible de distinguer, c'est la même personnalité politique qu'il pourrait y avoir il y a 30 ans. Ça pourrait être Michel Bernier, ça pourrait être Raymond Barre. On sait, il n'y a pas que lui, hein, on sait que le personnage de Karine Viard, d'extrême droite, est anti-européenne. Donc elle est d'extrême droite. Mais c'est tout. Donc on n'a pas de propos politique dans cette série. On a un propos sur la conquête du pouvoir. On ne sait pas trop pourquoi ils veulent conquérir le pouvoir, mais ils veulent conquérir le pouvoir. Et ce que montre la série est quelque chose de très triste, c'est que si on atteint le pouvoir, c'est en renonçant à ses principes. Enfin, ou à tous les principes qu'on prétendait avoir, en tout cas, aux principes. Et parce qu'au final, dans l'ombre, c'est l'histoire d'un homme politique dont l'image est d'un homme politique plus blanc que blanc, un politique parfait, qui se vend à l'extrême droite pour gagner des présidentielles. C'est ça, finalement, le final de la série. Et donc, j'espère que c'est pas une série d'anticipation. J'espère qu'on n'aura pas trop à en reparler dans l'avenir. Mais c'est une série qui est très déprimante sur l'état de la pensée politique dans les années 2020, pour moi. En tout cas, sur la pensée de ceux qui font de la politique. Est-ce que c'est pas une série un peu surannée? C'est pour ça que je rappelais les dates de sortie du bouquin 2011. C'était il y a pas si longtemps, et en même temps, entre les réseaux sociaux, les bouleversements de la politique française, on a des personnages qui sont peut-être déjà un peu vieillots et un peu dépassés. Benjamin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est une série qui a l'air un peu ancienne finalement. Il y a un côté intemporel, mais du coup, c'est un côté un peu creux. Moi, j'ai jamais compris pourquoi j'étais censé être engagé aux côtés des personnages dans leur quête. C'est des personnages qui sacrifient beaucoup de choses. Le personnage de Swan Arlo, d'ailleurs acteur extraordinaire. Enfin, tous les deux, Mel Poupeau et Swan Arlo font vraiment un travail magnifique dans la série. C'est un moine. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a tout sacrifié à la politique et plus qu'à la politique, à l'accession au pouvoir de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs ils emploient très souvent dans la série un terme que je n'avais plus entendu depuis des années, qui était le terme d'apparatchik. Et c'est exactement ça. Donc effectivement, il y a quelque chose du moine soldat qui est quelque chose qui pourrait être fascinant. Eh ben non, parce que les tout petits épisodes qui se succèdent, non,
sont creux à s'ennuyer, quoi. C'est impossible de rester avec eux. Donc on reste un peu à la porte du QG de campagne. Audrey, même Totalement. impression, une série qui tient pas toutes ses promesses? Oui, complètement. Bah, déjà, pour moi, elle tient pas ça. Je vais pas du tout contredire tout ce qu'a dit Benjamin, hein, loin de là. Déjà, pour moi, elle tient pas sa promesse de départ. C'est-à-dire, la série s'appelle Dans l'ombre. Je m'attendais vraiment à un angle assez tenu sur le personnage de Swan Arlo. Qu'est-ce que c'est que d'être un conseiller de l'ombre, entre guillemets? Qu'est-ce que c'est de travailler à la réussite, à la conquête du pouvoir des personnalités politiques? Qu'est-ce que c'est que cette abnégation-là? Et surtout, quelle est la relation aussi entre les deux? Et je trouve que c'est à peine effleuré, quoi. Et finalement, le personnage de Melville Poupeau, dans lequel on peut reconnaître Édouard Philippe jusqu'à la barbe, quoi, jusqu'à la couleur de la barbe, enfin, le bigou de la barbe, finit par vampiriser. Alors, est-ce que ça tient à l'acteur? Melville Poupeau, c'est toujours un acteur qui prend énormément la lumière, mais bon, Swan Arlo aussi, hein, après tout. Est-ce que ça tient aussi peut-être, je sais pas, il y a un côté un peu mégalo de la part d'Édouard Philippe à se mettre en scène de cette façon-là, mais bon, je veux pas non plus faire de procès d'intention. Mais il y a quand même énormément de choses qui vont pas dans cette série. C'est une série en plus qu'on a attendu très longtemps. Je sais, le projet remonte à pas mal d'années. Et là, elle arrive après, alors évidemment après La Diplomate et puis aussi après La Fièvre. Hein, après Baron Noir, il y a quand même eu La Fièvre. Ouais, qui était très intense. Très intense, très documentée, pour le coup très très riche, peut-être trop riche. Et La Fièvre n'est pas une série parfaite, mais en tout cas c'est une série qui bouillonne, où il y a un petit peu plus d'idées. C'est un examen de la politique française, mais plutôt par le prisme de la fabrique de l'opinion. Donc là, à un angle aussi très très tenu. Une série qui a des défauts, mais en tout cas qui donne beaucoup matière à réfléchir, qui a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Il des écrits a beaucoup parlé dans les médias. Là, dans la foulée de Dans l'ombre, j'ai l'impression que c'est vraiment l'encéphalogramme plat, quoi. Et pour moi, ça trahit un autre problème de la série que Benjamin a évoqué, c'est que c'est d'un ringard total. C'est-à-dire que je pense qu'elle était déjà un peu ringarde. Quand on l'avait découverte à Série Mania, elle nous paraissait déjà au mois de mars, donc elle nous paraissait déjà un tout petit peu surannée dans sa façon d'évoquer la politique française et la droite française. Mais alors là, après la séquence politique qu'on a eue cet été, de la dissolution, etc., mais alors là, on est carrément dans un anachronisme total, quoi. On se dit, c'est de la politique à la papa qui date d'il y a 15 ans. On s'y reconnaît absolument pas. Et alors, en plus de ça, c'est une série que je trouve extrêmement mal dialoguée. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des punchlines et des espèces d'aphorismes à chaque épisode. Ça va de il faut remettre l'église au centre du village à on danse sur un volcan. J'ai commencé à en noter quelques-unes et ça n'est que ça. Et au bout d'un moment, c'est risible. Donc, moi, je vois très bien ce que Pierre Scheller a essayé de faire. Et parfois, il y a des moments où la série s'envole un peu, effectivement, par sa réalisation. Moi, j'aime bien quand ça commence à déborder un peu du cadre, quand tout à coup, il y a un peu d'humour, quand il y a un peu la folie qui commence à prendre les personnages, quand ils sont un peu dépassés par les événements, quand il y a la Valkyrie, par exemple, qui se met à jouer dans la série. Je me dis, enfin, la série va s'émanciper de son cadre un peu limité. Et puis, finalement, non. En plus, la chronologie est intenable. Ça va trop vite. On comprend rien. On voit absolument pas la progression. Il y a un suspense qui est extrêmement mal tenu. Moi, je m'en suis désintéressée très très vite et en plus, j'ai pas compris la fin. Donc. Mais Benjamin non plus. Alors les internautes peuvent nous écrire. Il y a une dernière scène un peu flottante, si j'ose dire. Oui, la toute dernière scène, le dernier plan, je connais personne qui l'ait compris. Comprise. Ouais. Bon, donc on fera appel aux bonnes volontés des uns et des autres. C'était la dernière série du jour, mais nous avons, et j'en suis ravi, une chronique que nous propose Benjamin Faux sur la série Arcane qu'on peut voir sur Netflix. Alors oui, puisque j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle encore une fois, parce que je ne taris pas d'éloges sur cette série animée. On ne parle pas beaucoup de séries animées, on ne parle pas souvent de séries animées, c'est dommage, à mon sens. D'autant que Arcane, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister en soi. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes Riot Games. Riot Games, c'est un des plus gros studios de jeux vidéo. En termes de revenus, vous avez des sommes d'argent monumentales à investir ou à dépenser, et vous allez faire la publicité de votre jeu
votre jeu phare qui s'appelle League of Legends, et vous cherchez des idées pour faire comme très, très couramment, à faire des produits dérivés de votre jeu. Bon. Le jeu League of Legends, très vite, pour dire très vite, je ne parlerai pas vraiment du gameplay en lui-même, mais il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire vraiment d'univers autour l'univers est très simple. C'est un endroit, il y a des champions qui viennent des quatre coins de la galaxie et je sais pas quel multivers qui se retrouvent au même endroit, qui se tapent dessus, et c'est une équipe qui gagne plutôt qu'une autre. Et donc du coup, le jeu a créé des centaines de personnages, je crois que c'est 250 personnages, juste comme ça. Ils en rajoutent tous les mois, tous les 6 mois, il y a des mises à jour qui rajoutent de nouveaux héros. Et il fallait faire quelque chose avec ça. Donc on va dire, tiens, on va faire une série, comme World of Warcraft en son temps avait eu son film, très plan-plan d'ailleurs, un peu ennuyeux, trop sage. On va faire une série, et ils avaient travaillé avec un studio français qui s'appelait Fortiche, enfin qui s'appelle Fortiche d'ailleurs toujours, qui s'appelle Fortiche. Et Fortiche est venu et leur a dit, alors vous allez nous donner le budget le plus élevé pour une série animée de tous les temps. Et puis, on va pas garder vos idées d'histoire pour l'instant. On va faire un truc complètement qui n'a rien à voir, complètement à notre sauce. Et là, Riot Games a fait oui. Et ce qui est absolument incompréhensible et qui a donné l'une des meilleures séries animées de ces dernières années, voire tout court. Alors, juste pour raconter un tout petit peu, on se retrouve. C'est une série qui est une série de fantasy assez classique finalement en termes de scénario. On se retrouve donc à cheval entre deux villes, l'une ville supérieure où vivent les classes les plus aisées, et qui surplombe une ville des bas-fonds, en gros, où vivent le prolétariat. Qui forcément sont en conflit permanent, puisqu'il y a un vrai propos social, il y a des vrais conflits sociaux qui existent dans ces deux villes. Et on découvre une nouvelle forme de magie ou d'énergie, on ne sait pas trop, qui s'appelle l'arcane. Et des groupes de personnages, chacun à plusieurs niveaux de la société, vont se retrouver, leur vie va être bouleversée par la découverte de cet arcane. Et chacun va réagir différemment à cette nouvelle possibilité. Et en fait, toutes ces histoires vont bien sûr se réunir dans une seule quête, effectivement, assez classique finalement. Parce qu'à la fin, on finit par devoir sauver le monde, hein, on va pas se le cacher. Mais ce qui se passe dans Arcane, c'est que visuellement, c'est la plus belle série que j'ai vue, court. C'est une vraie claque, c'est une claque permanente, c'est-à-dire que il n'y a pas de repos pour les yeux. On est surpris par l'inventivité des dessinateurs et des animateurs d'un bout à l'autre. Ne serait-ce que, même sans s'intéresser à l'histoire, on pourrait regarder Arcane et trouver ça magnifique. Et c'est aussi quelque chose de magnifique dans la mise en scène des événements, des personnages, des sensations. Il y a des scènes très dures, il y a des moments qui sont des moments vraiment déchirants tout au long de la série. Et c'est une série qui prend aux tripes dans sa mise en scène d'un bout à l'autre. C'est quelque chose que je n'avais jamais, j'ai aimé beaucoup de séries animées. Être à ce point immergé dans une série animée et à un tel niveau d'excellence dans le storytelling, dans l'animation, dans le graphisme, dans tout ce qui fait une série animée, ça m'était jamais arrivé. Voilà, c'est seulement en 2 saisons. Donc là, l'histoire, en fait, l'histoire Arcane proprement dite, est aujourd'hui terminée. C'est sur Netflix. La première saison est magnifique et parfaitement bien rythmée. La deuxième saison, elle a juste un petit défaut, c'est qu'ils ont dû, parce que tout n'est pas parfait quand même, ils ont eu un très très gros budget, mais ils n'ont pas eu les 5 saisons qu'ils demandaient à la base. Ils n'en ont eu que 2. Ça se sent un petit peu sur la deuxième saison où il y a beaucoup de choses à raconter en peu de temps. Mais c'est un voyage unique.
C'est tout bien noté. Merci beaucoup pour cette belle chronique, Benjamin. Je remercie aussi Yoannis de Roide et Audrey Fournier d'avoir été avec nous. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Intersaison.